Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ce nouvel épisode du podcast de Diapason. Nous sommes bientôt sur la fin de l'année, fin novembre, début décembre, et nous sommes ravis d'accueillir Eli Kamge, qui est cofondateur de Mansa et président du club Efficience. Eli, nous sommes ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci Elia de m'inviter à Diapason et ravi d'être là et de pouvoir échanger avec vous. Alors, souvent dans ce type de podcast et notamment sur celui de Diapason, il est toujours intéressant pour l'auditeur de savoir à qui l'on a affaire. Qui est Eli? Quel est un peu ton parcours, brièvement, de tes origines à aussi ton parcours professionnel et qu'on sache un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à cet engagement auprès de Mansa et du Club Efficience. Tout à fait. C'est un parcours assez singulier. Donc, Eli Kamge, né au Cameroun, mon pays natal. D'accord. Et en France avec un bac scientifique. Et je me suis inscrit en faculté de chirurgie dentaire à Reims. D'accord. J'ai fait mes études dentaires à Reims. Sorti diplômé, j'ai exercé un petit peu dans la région de Champenoise pendant quelques années. Et après, je suis venu en Île-de-France où je me suis implanté. J'ai racheté un cabinet en Île-de-France et depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, je m'évertue tous les jours à redonner le sourire à mes chers patients. Et voilà, et ce n'est pas que ça, c'est une partie de ma vie puisque si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas à ce titre. C'est aussi parce que depuis 16 ans, j'ai l'honneur de présider le Club Efficience, qui est un club d'affaires de la diaspora qui ne travaille pas sur l'humanitaire ni les droits civiques, mais vraiment sur l'économie et le sociétal. Dans un premier temps d'efficience, nous avons eu à structurer la diaspora, organiser et faire en sorte que pouvoir mettre en lumière les parcours de réussite de la diaspora pour servir de modèle d'exemple à de plus jeunes. Oui. Et là, depuis 2024, nous orientons les actions d'efficience plutôt sur l'entrepreneuriat. Comment ancrer solidement la diaspora dans les pays d'accueil par l'entrepreneuriat. Oui. Et une fois qu'on est bien ancré économiquement, voir comment on peut travailler sur l'apport de la diaspora pour le développement du continent. Oui. C'est la première partie chez Efficience. Oui. Et depuis maintenant 1 an, j'ai rejoint en tant que cofondateur Mansa, qui est un think tank aussi sur le continent africain, panafricain. Oui. C'est un think tank panafricain. L'objectif de Mansa, qui est très ambitieux, est de repenser l'Afrique, repenser notre propre continent, de s'approprier notre continent et de voir ensemble comment nous pouvons faire pour développer ce continent. Oui, très intéressant. Tu mets tout de suite les pieds dans le plat. Eli, merci pour cela. Si je rebondis sur le Club Efficience, je perçois quelque part dans ce que tu nous dis sur cet axe très économique, entrepreneurial, un peu différent de ce qu'on a peut-être vu au tout début de la diaspora, qui était plus, comme tu dis, humanitaire ou social. Cet angle beaucoup plus efficient, en fait, d'acteur économique. Donc, qu'est-ce qui a déclenché, en fait, ce pivot ou cet angle-là, cette prise d'angle-là sur Efficience quand vous l'avez fondé? Quand nous avons commencé Efficience il y a 16 ans, oui. On s'était rendu compte, nous venant d'Afrique, à ce moment-là, la première génération, oui. On se rendait compte que nous venant d'Afrique, on avait des rêves de grandeur, d'être médecin, ingénieur, cadre, haut cadre. Oui. Et quand on arrive en Europe, on se rend compte que les jeunes Africains nés de parents d'origine africaine, mais nés en Occident,
Oui, principalement, n'ont pas les mêmes projections que nous. On s'est dit, mais là, il y a quelque chose. Comment ça se fait que nous qui avons grandi dans des pays où on n'avait pas autant de bibliothèques, on n'avait pas autant de médias libres, on n'avait pas autant d'ouverture, on oui, arrivait à se projeter, et même pour des métiers qu'on ne voyait pas de référent, en fait. On s'est complètement. dit, mais si on arrivait à se projeter autant, à être aussi ambitieux, c'est que quelque part, il y avait de la profondeur dans la réflexion. Oui, Comment est-ce qu'un jeune qui est né en Europe, aujourd'hui au XXIe siècle, ne puisse pas se projeter dans une société où il a tout pour pouvoir réussir? Ça veut dire que quelque part, dans la transmission, il y a eu un bug. oui, Il faut absolument que nous puissions travailler pour accompagner ces jeunes-là. Et oui, très rapidement, nous nous sommes mis à réunir les jeunes et on s'est rendu compte que la plupart des jeunes, euh, avec des parents au cadre, n'avaient pas cette problématique. Cette problématique, aujourd'hui, se retrouve vraiment dans plutôt ce qu'on va dire les jeunes de la classe plutôt la classe, large classe ouvrière de la société. oui, Il fallait, et c'est là où on se rend compte aujourd'hui, comme les statistiques le disent, hein, nous sommes dans une société qui se reproduit par mimétisme. Les oui, gens font ce qu'ils voient faire. Donc, vous avez des jeunes aujourd'hui, s'ils pas des semblables à eux, qui sont des modèles pour eux, ils ont l'impression que ça ne leur appartient pas, ce n'est pas leur monde. oui, Et c'est comme ça que, avec un groupe d'engagés, nous avons décidé il y a 16 ans oui, de créer Efficience, pas pour faire beau parce que nous avions réussi ou pour montrer nos parcours. Non, c'était surtout pour tendre la main à ces jeunes et les oui, faire rêver, et leur dire c'est possible, leur montrer que c'était possible. oui, Et oui, que de oui. par nos parcours singuliers, ils pouvaient être aussi des modèles, ils pouvaient prendre ces parcours comme des modèles et travailler pour y arriver. Je trouve Et que c'est très, très intéressant ce que tu dis là parce que, en fait, cette notion de rôle modèle, elle est importante partout. Elle est importante pour les femmes, elle est importante pour les jeunes, elle est importante pour toute la structure de la société pour qu'elle puisse évoluer et aller dans une direction. Quand on n'a pas de rôle modèle, on est perdu en fait. on est un petit peu perdu, on n'a pas de repère et on se met un plafond de verre, comme on dit très souvent sur la tête. Seul. On sait Oui, que ça, c'est pas pour nous. Et oui, pourtant, nous sommes dans des pays où tout, quand vous avez des ambitions, vous y arrivez, vous y parvenez. Donc, il fallait travailler pour montrer ces réussites-là, faire sortir ces réussites de la masse, puisque dans les complètement. médias, dans les cercles de décision politique et économique, nous ne Oui, retrouvons pas des modèles qui étaient semblables à nous. C'est exactement. comme ça que le premier projet d'efficience a été de sortir un ouvrage qui s'appelle Le Gotha Noir, qui est D'accord. de mettre en lumière ces parcours de réussite qui, en fait, ne racontent, parce qu'ils ne sont pas des CV qu'ils présentent, mais ils racontent leur histoire. Et Oui, ces jeunes, en lisant ces histoires, se projettent dans ces histoires et se disent, mais tiens, lui, il a un parcours qui est semblable au mien. S'il y est oui. arrivé, pourquoi pas moi? Et 16 ans Oui. après, nous sommes ravis de voir aujourd'hui que ces jeunes aujourd'hui osent, créent, entreprennent, intègrent les grandes écoles et sortent aujourd'hui, sont dans pas mal de grands groupes Oui. et œuvrent aujourd'hui pour changer ce destin qui mettait un peu un plafond de verre sur leur tête. Et Oui. aujourd'hui, voilà, non seulement ces jeunes réussissent et font la fierté de leur pays d'accueil, mais nous rappelons aussi à ces jeunes qu'avoir des parcours de réussite individuels aujourd'hui n'est pas, n'est pas le summum, c'est pas l'objectif final. Bien Hmm. sûr, réussir, c'est bien, mais aussi, il faut qu'on ait un regard tourné vers notre continent. Quelles que soient nos réussites individuelles, ça ne fera jamais de nous une réussite collective. Aujourd'hui, il nous manque vraiment une dynamique de réussite collective. Et c'est Ouais. cette réussite collective qui va entraîner un regard autre sur l'Afrique et sur le développement de l'Afrique. Et c'est ce que je trouve en fait très vertueux, Elie, dans ce que vous avez réussi à faire, c'est cette double embarquement en fait, Tout à cette fait. construction de rôle modèle pour qu'effectivement ils puissent avoir un parcours, on va dire académique, de carrière qui se construisent, et en même temps vous les avez aussi embarqués
pour ne pas oublier d'où ils viennent, même s'ils sont nés ici, et pour certains, s'engagent effectivement pour le continent, pour leur continent d'origine. Tout Donc, à fait. double victoire. Mais, double victoire, mais double travail aujourd'hui. Oui, On n'est pas encore à l'étape de victoire, mais on se dit, c'est notre tour de faire cet éveil de conscience des jeunes oui, pour oui. dire, mais quand vous regardez un petit peu le modèle américain, ces noirs qui ont été ségrégés, qui ont bossé dur pour, en 100 ans, passer de l'esclavage au pouvoir avec l'ancien président Obama, Ouais. et, et qui, au XXIe siècle, on arrivait à avoir encore des scandales où un policier met un genou sur le cou d'un jeune noir. C'est vous dire que malgré la réussite des Noirs américains, ce regard sur cette communauté n'a pas changé. Donc, en fait, c'est là où notre réflexion elle est plus loin en se disant il ne faut pas seulement une réussite individuelle, ça ne change pas le regard qu'on a sur vous. Il faut aujourd'hui qu'on crée des réussites collectives. Et c'est pour ça que nous travaillons aujourd'hui énormément sur l'entrepreneuriat. Parce que c'est l'entrepreneuriat qui va créer ce regard, qui va permettre aujourd'hui à notre continent de se développer, de se structurer et changer le regard qu'on a, ce regard misérabiliste qu'on a sur le continent. Complètement. Voilà. Et alors là, je saisis la balle au bon, Elie, parce que quand tu parles de ce regard par rapport au continent, Club Efficience était donc fondé il y a 16 ans. Exact. Tu as rejoint et tu fais partie des cofondateurs de Mansa, qui a été lancé maintenant il y a 1 an. Oui. Il y a un cheminement personnel aussi chez toi, de ce côté-là. Oui, mais oui, Mansa venait répondre à certaines questions que si on n'arrivait pas à combler, c'est-à-dire que nous avons fait ce travail de structuration de la diaspora en Europe. Il arrivait un moment où il faut créer cette connexion entre l'apport de la diaspora avec le continent. Oui. Nous sommes non seulement des prescripteurs pour nos familles, mais cette diaspora, c'est des cadres, c'est des chefs d'entreprise, c'est des investisseurs. Voilà, ils travaillent énormément. On peut apporter quelque chose au développement du continent. Aucune nation ne peut se développer sans sa diaspora. Cette diaspora, aujourd'hui, ce sont ces compétences-là qui peuvent non seulement faire des transferts de compétences, mais des transferts techniques, des transferts technologiques dont on a besoin pour créer nos industries sur le continent, mais aussi, on brille surtout par les transferts d'argent. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, la diaspora est le premier bailleur de fonds sur le continent africain. Beaucoup ne le savent pas, puisque chaque année, nous transférons plus de 65 milliards de dollars sur le continent. C'est énorme, c'est colossal. Mais cet argent, malheureusement, va beaucoup plus en frais de bouche, un peu de santé et un petit peu dans l'immobilier. Très peu va dans du capital productif. Et aujourd'hui, la problématique, on va l'aborder tout à l'heure certainement, c'est de voir comment nous pouvons travailler pour créer un financement intrinsèque de notre économie. Exactement. C'est comme ça que nous pourrons nous développer sans avoir des influences des uns et des autres. Tout à fait, parce que le constat que tu fais et que nous sommes nombreux à faire, et c'est l'une des raisons pour lesquelles effectivement tu as rejoint Mansa, c'est depuis les indépendances, en gros, donc depuis les années 60, en tout cas il y a 17 pays africains qui ont été indépendants à ce moment-là, dans les années 60, Madagascar en fait partie. Là, en 60 ans, en gros, le constat est malheureusement net, c'est qu'effectivement, malgré, par exemple, ces investissements qui sont encore plus importants que ceux de la Banque mondiale ou du FMI ou d'autres organismes que l'on connaît, quelque part, l'Afrique ne décolle pas, mais elle ne décolle pas comme, on va dire, elle ne décolle pas en termes de croissance ou de PIB, et elle ne décolle pas dans son classement, celui en tout cas qui est fixé par un certain nombre d'organismes. Quels sont, selon toi, les principaux problèmes? Qu'est-ce qui gangrène l'Afrique aujourd'hui? Bon, le travail que nous avons fait à Mansa est assez simple, de se dire il faut qu'on puisse écrire notre propre page de notre histoire de l'Afrique.
Le problème est déjà dans notre propre tête. Il ne faut pas le projeter sur les autres. La première des choses, c'est que un jour, nous sommes restés, quelqu'un est venu, quand je dis quelqu'un est venu, c'était en 1884, Oui, voici un continent, et oui, ils se sont assis autour d'une table et ils ont découpé. Ils ont découpé sans tenir même compte des groupes ethniques, mais ils ont découpé comme ils voulaient. Et on dit, ben voilà, bon, Madagascar, c'est déjà il y a déjà une géographie qui permet que Madagascar soit complètement limitée, mais quand vous prenez le continent, le continent, on a découpé, on a dit, ben ça c'est le Cameroun, ça c'est la Côte d'Ivoire. Donc, ces noms-là, on les connaît pas, c'est pas nous qui avons créé ces noms. tout à fait. Ensuite, on vous dit, mais voilà, vous appelez les Camerounais, vous appelez des Ivoiriens, voilà votre constitution, voilà votre drapeau, voilà tout votre hymne, voilà votre langue, vous allez parler maintenant, votre pays va maintenant, la langue officielle c'est le français ou c'est l'anglais. Et voilà, on n'a jamais décidé de rien, on s'est approprié rien de tout ça. Oui, Donc aujourd'hui, on arrive à un moment où il faut que, je ne dis pas de régner tout ce qui s'est passé, mais il faut qu'on se réapproprie tout ce passé. Si on arrive à réapproprier tout ce passé, nous nous projetons mieux vers l'avant. Et réapproprier tout ce passé, c'est de revoir un petit peu tout ce qui est mis en place, que ce soit oui, en termes de gouvernance, que ce soit en termes d'éducation. Est-ce que c'est une éducation qui est adaptée pour des pays de développement ou mm, bien pour exécuter des ordres de qui que ce soit? La santé, est-ce qu'on a une santé qu'il nous faut? Le financement de notre santé dépend des organismes internationaux. Donc, tout ça, il faut le revoir. Notre agriculture, est-ce qu'aujourd'hui, on a 60% des terres arabes en Afrique? oui. Et comment ça se fait qu'on n'arrive pas à manger? Comment ça se fait que nos aliments, notre régime alimentaire a été complètement transformé et changé? On est aujourd'hui complètement avec un régime alimentaire qui dépend des produits importés. Les Oui, 10 produits alimentaires les plus consommés en Afrique sont importés. oui. Alors que nous avons des cultures séculaires qui sont là depuis des années. Comment ça se fait que nous cultivons ce que nous ne mangeons pas et nous mangeons ce que nous ne cultivons pas? C'est ce Ça que nous nous crée, construisons pas et produisons pas. voilà, Oui. et ça nous crée une dépendance vis Mm. de l'extérieur. Et on produit de la richesse au lieu de se développer. On en achète ce dont on doit manger à l'extérieur. Ça enrichit plutôt les autres. Ce Et n'est donc, pas on est en déficit. on a un déficit. Notre sous-sol, pour ne pas y revenir, notre sous-sol est riche, mais enrichit plutôt les autres. Oui, Ça ne nous enrichit pas. Donc, tout ce problème-là, il faut qu'on en soit conscient. oui, Nous ne demandons pas d'être contre qui que ce soit. Nous demandons tout simplement, à un moment, il faut qu'on s'approprie notre propre continent et qu'on soit clair sur nos objectifs, nos réalités, et qu'on voit en même temps comment on peut mieux collaborer avec les autres pour sortir de là et avoir des relations, comme on dit, des relations vraiment qui sont apaisées et une relation gagnant-gagnant pour tout le monde. oui. C'est très intéressant les rappels que tu fais, Elie, et les constats que tu fais sur, par exemple, par rapport à l'agriculture, par rapport à notre régime alimentaire. Euh, c'est vraiment très intéressant qu'on revienne sur ces sujets-là parce qu'effectivement, euh, par exemple, au sortir de la colonisation, on sait tous, l'Afrique produisait énormément un certain nombre de fruits, le café, le cacao, etc. Parce que c'est encore ce type de matières-là qui sont exportées. Alors que effectivement, et ça peut-être qu'il faudrait faire un peu plus de recherche, est-ce que dans les années 1880, 1850 ou même 1600, finalement, qu'est-ce qu'on mangeait? Et peut-être qu'on ne sait plus maintenant. Exact, exact. Dans beaucoup de pays, il y a des choses qu'on mangeait à l'époque qui ont été abandonnées pour importer énormément des produits qui viennent de l'extérieur.
Et je Oui. peux vous prendre un petit exemple. Aujourd'hui, quand on voit les brisures de riz Oui. en Afrique de l'Ouest, tellement utilisés pour faire un plat super qui s'appelle le tchèp, Oui. ces brisures de riz, à la base, venaient d'Indonésie pour suppléer la famine qu'il y avait en Afrique de l'Ouest. D'accord. Et du coup, ces populations se sont tellement habituées à ces brisures de riz, ce qu'ils appellent du riz cassé une ou deux fois. Ils utilisent ces brisures de riz qui étaient jetées à l'époque en Indonésie, qui ont été importées pour aider contre les famines. Ils se sont tellement adaptés à ces brisures de riz, de telle sorte qu'aujourd'hui, même quand on cultive sur place du riz entier, ils n'achètent pas le riz cultivé sur place. Ils préfèrent continuer à importer des brisures de riz. La brisure. Du coup, ça n'a aucun sens. Parce que même en termes alimentaires, richesse alimentaire, ces brisures de riz, ce n'est pas la même chose que du riz entier. J'imagine. Mais Ouais. comme leur goût alimentaire a été façonné, ben voilà, on a cette population qui est dépendante des importations de brisures de riz. Ouais. Donc, là, tu as cité des chantiers majeurs, hein, l'agriculture, l'éducation, l'économie, La gouvernance, la gouvernance. Les chantiers sont nombreux. les mines, La santé, la santé, les mines. Moi, nos j'avais valeurs aussi et dans l'éducation, c'est important. exactement. Donc, quelque part, sur chacun de ces chantiers-là, de ces piliers-là pour se construire, on est dans cette phase de devoir se retrouver, se réapproprier, comme tu le dis, et se reconstruire. Donc, tout ça prend du temps. Tout ça nécessite énormément de construction narrative, de retrouver les philosophies, nos valeurs, et aussi d'avoir des rôles modèles, clairement. Quels sont les débuts d'alternatives, Élie, alors que toi, tu as peut-être pu constater depuis les années que tu es un peu dans ce domaine, ou alors que Mansa constate aujourd'hui, quelles sont les alternatives qui commencent à être esquissées? Alors, la première des choses, c'est de l'éveil des consciences. Et c'est ce que Mansa aussi fait aujourd'hui fait quand nous allons dans les pays, nous allons dans les universités, nous rencontrons les jeunes dans les universités pour les sensibiliser sur les enjeux du Oui, continent. Il oui, faut que chacun de ces jeunes-là puisse comprendre. oui, Puisque nous les aînés, nous avons loupé complètement. Nous avons loupé complètement. Mais aujourd'hui, pour se rattraper, il faut qu'on crée cet éveil de conscience au niveau des jeunes, parce que ce sont ces jeunes-là demain qui vont poursuivre tout ce que nous commençons aujourd'hui. oui, Une fois qu'on a fait l'éveil de conscience, il faut concrètement rentrer dans chacun des chapitres dont j'ai parlé. Que ce soit la gouvernance, se poser les vraies questions. Aujourd'hui, nous étions dans des zones d'un continent qui avait des empires, des royaumes, des chefferies. Nous avions un modèle de gouvernance qui était lié soit à un chef, soit au roi. oui, En fait, tout ceci fonctionnait très bien. Le chef était là pour gérer ces sujets et le chef, on n'avait aucun problème sur la crédibilité ou sur la loyauté d'un chef. Il était là pour une mission et il n'en demandait pas. Aujourd'hui, on nous a ramené la notion de la démocratie, qui est très bien, qui marche bien dans certains pays. Mais je me rends compte aussi qu'il y a d'autres pays dans le monde occidental qui n'ont pas de démocratie, qui marchent aussi très bien et que leur population ne réclame pas. Donc ça veut dire que quelque part, ce modèle qu'on veut absolument prôner et s'aimer partout n'est pas toujours adaptable partout. mm, C'est le cas des modèles comme, je ne peux pas en citer, comme au Moyen-Orient. mm, On a des pays qui n'ont pas de démocratie et dont les habitants se sentent dans des pays développés, qui ont des infrastructures pour se soigner, pour éduquer leurs enfants, pour bien mm. vivre. Eux aussi ne se plaignent pas. S'ils ne se plaignent pas, quelque part. Donc, le problème n'est pas d'avoir ce modèle de gouvernance. Le problème est plutôt que ceux qui sont à la tête de ces gouvernances ne font pas bien. Est-ce qu'on n'a pas perdu le sens de l'objectif premier?
Est-ce que oui, l'objectif premier, c'était de dire plutôt, travaillons pour se développer ou bien se battre pour que chacun puisse, à son tour, gouverner le pays? Si c'est juste pour être à la tête du pays et gouverner, quel intérêt ça nous apporte? L'idée aujourd'hui, c'est le bien-être de tout un chacun de la population. Et ce bien-être passe par le développement de nos pays. Quelle que soit la personne qui est à la tête de l'État, si on a un gouvernement, un développement qui est épanouissant pour toute la population, tout le monde se sent bien et tout le monde est heureux de vivre dans ce pays. oui, Donc aujourd'hui, je le dis, j'attire l'attention, on s'est trop longtemps focalisé sur la notion politique. oui, Je pense qu'il faut plutôt qu'on dérive plutôt en se posant les vraies questions. On est sur Terre pour vivre un certain moment. Et ce moment, laps de temps que chacun de nous a vécu sur Terre, il entend avoir une bonne santé, s'éduquer, être logé, se nourrir convenablement, se déplacer, voyager, faire ce dont il a besoin de faire qui va l'épanouir. oui, Donc, ne perdons pas cet objectif. oui. Vous avez beau être dans un pays qui a une bonne démocratie, mais si vous n'avez pas la liberté d'expression ou si vous n'avez pas, ça n'aura servi à rien. Une alternance d'élections ne fait pas de vous un pays développé. Je répète bien, une alternance d'élections ne fait pas de vous un pays développé et vous n'aurez pas de population épanouie. C'est le constat que l'on fait dans beaucoup de pays, et notamment Tout africains. à fait. Où on dépense des milliards pour organiser des élections où les résultats sont connus, Oui, on passe le temps à faire ce semblant de démocratie, mais en fait, on se trompe. On aurait pu utiliser cet argent et dire, mais celui qui est là, on le laisse au pouvoir et on utilise cet argent des élections pour construire des infrastructures routières, construire des hôpitaux, construire des universités. Aujourd'hui, on aurait une économie qui tourne, industrialiser nos pays. Ça aurait permis d'avoir des populations qui sont épanouies que d'avoir des semblants d'élections on change d'élection d'année en année, mais en fait, on ne résout pas le problème des gens. parce que ce que j'entends là dans ce que tu dis, Elie, et c'est en tous les cas, c'est peut-être contre-intuitif pour certains, ou ça peut paraître effectivement décalé, ou en tout cas en décalage par rapport à la doxa habituelle que l'on entend, c'est que on a préféré, alors préféré, j'en sais rien, mais ce que l'on constate aujourd'hui, c'est on applique en fait un certain nombre de règles, les élections, la mise en place d'un Sénat, la mise en place d'une Assemblée nationale. On a quelque part fait des copier-coller d'organisations de certains pays, notamment de nos anciennes colonies, hein, de notre ancien colonisateur, j'ai envie de dire, euh, et en appliquant de façon presque aveugle ces règles-là, sans, comme tu dis, finalement, se reposer la question de l'objectif, c'est-à-dire l'objectif premier étant le bien-être Bien-être de chacun parmi de nous. chacun et de la population. Tout à fait. Et donc, après, si on se pose la question du comment on fournit ce bien-être, comment on le construit, comment on met en place ce bien-être, on a plutôt préféré quelque part faire un joli tableau avec des chambres, etc. Mais la concrétisation des fruits du travail de cette politique, de la gestion de la cité, finalement, n'a pas, en tout cas, a été un échec. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis là, et je crois que chacun, effectivement, doit être amené à réfléchir sur qu'est-ce qu'on entend aussi par démocratie, en fait. Parce que finalement, ta démocratie à toi, française, ta démocratie à toi, italienne, ta démocratie à toi, américaine, quelle est ma démocratie à moi, ou quelle est la forme d'État qui me convient par rapport à ma construction de nation en Tout à tant que... fait. Quelle est ma forme de gouvernance qui est adaptée à mes réalités? Exactement. Exactement. C'est ce qu'il faut se poser comme question. Ouais, ouais. Voilà. Ils ont peut-être bien fait à cette époque en se disant, ben, comme ils ont été colonisés, on va leur apporter notre modèle de fonctionnement. Ouais.
Mais aujourd'hui, peut-être que nos aïeux à cette époque-là, qui ont cru, et ils ont cru de bonne foi. Mais aujourd'hui, Complètement. 70 ans de recul, je pense que c'est aussi légitime juste de se poser la question, est-ce que ce modèle marche ou pas? Oui, C'est tout. C'est tout oui, ce qu'on se... On veut amener chacun de nous à se poser les vraies questions. Et exactement. chacun trouvera la réponse. Je ne Chacun pense trouve pas. Oui, complètement. je ne pense pas qu'il faut tout de suite passer en disant oui, mais il n'y a que ça et rien d'autre. Posons-nous juste la question. Est-ce que ça nous est adapté? Est-ce qu'avec ça, en 70 ans, après les indépendances, il y a eu un changement? On Oui, a régressé. A-t-on régressé ou a-t-on progressé? oui, Tout oui. simplement. Quel est le constat? Il faut faire le constat. Oui, Comme dans tout modèle, à un moment, il faut faire une évaluation. Si tout on à s'est fait. trompé, avoir l'humilité de dire, franchement, on s'est peut-être trompé, revoyons un autre modèle. Et je pense que tu fais bien de le dire sur le côté dans la notion de bonne foi. C'est Tout à pas fait. chaque action, chaque grande décision ont été prises dans un certain contexte Contexte exact. et on ose croire que quand ça a été décidé d'un commun accord ou pas d'un commun accord, en tous les cas, chacun a fait de son mieux et était de bonne foi. Tout à Euh, fait. si on va dans cette. Là, on était plutôt dans cette réflexion que chacun de nous, Africains, doit mener. Et puis après, des organisations, parce que tu as tout à fait raison sur le côté, il y a l'individu, mais il y a le collectif, parce que c'est la force du collectif aussi qui va faire que les transformations soient menées ou pas. Tout à fait. Euh, il y a un autre héritage à part la colonisation, il y a cet autre héritage de l'interdépendance que l'on a dans ce monde, qu'on hérite de la mondialisation. Exact. On est on est dans ce fameux classement. On a Mhm. été considéré comme le tiers-monde. Maintenant, on cite beaucoup moins cette terminologie-là. Il y a eu la guerre froide. Bon, la recomposition des puissances en place est très mouvante. Mais en tous les cas, on a cet héritage fort d'avoir eu des relations et de continuer à avoir des relations avec l'Occident et notamment l'ancienne puissance coloniale, la France ou l'Angleterre. Alors, avec l'Angleterre, ça a été plus le Commonwealth et c'est un peu différent. Et avec la France, c'est aussi un autre format. Par exemple, on a encore le franc CFA dans certains pays africains. Tout à fait. Par rapport à ces questionnements de fond que l'Afrique doit se poser, elle doit aussi se poser la question de comment elle interagit, comment elle travaille, parce qu'on a des relations économiques, migratoires, etc., avec ces pays. Quels sont un peu les angles sur ce côté-là, Élie? Le travail que nous avons fait sur le plan économique est, est vraiment un petit peu comme vous avez révélé. On a une économie qui est extravertie. On a une économie africaine qui est complètement extravertie. C'est-à-dire que tout a été fait, mis en place pour qu'on n'ait pas un développement intrinsèque du continent. Euh, et nous aussi, nous l'avons accepté. Ce n'est Oui, pas que de la faute des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au point de vue de notre agriculture, je vais vous prendre un exemple parce que c'est aussi simple de prendre des exemples. oui, Vous avez en Afrique un fermier qui fait de la volaille. Quand il fait de la volaille pour vendre sur place, c'est-à-dire qu'il s'essaye pour créer sa ferme. mm, La volaille qu'il vend dans le pays coûte plus cher que la volaille surgelée qui vient soit du Brésil ou de l'Union européenne. Parce que nous avons signé des conventions avec ces pays avec des quotas d'importation. oui, Leur agriculture étant mature, ils produisent et les excès, ils financent avec la PAC, la politique agricole commune. Donc, ils sont capables de vendre même à perte parce qu'ils oui, rachètent les surproductions pour pour les revendre dans nos pays. oui. Donc, comment expliquez-vous? Dites-moi comment le fermier sur place, en produisant sur place, il va arriver à vendre plus cher
qu'une viande qui est importée ayant été transportée avec la chaîne de froid et tout le reste. Donc, forcément, lui, il ne peut pas tenir. Il n'a pas Non, de moyens, il n'a pas de banque qui le suit. il n'a pas de PAC. Il n'a pas de PAC. Son gouvernement ne le protège pas puisque son gouvernement a signé des accords Oui, qui les permettent d'accepter un certain tonnage de production par an. oui, Donc, ça, c'est un réel problème. J'ai pris la volaille, mais on peut prendre d'autres. On peut prendre le café ou tous les produits, le coton, le cacao. Le cacao est acheté très bas prix, oui. allé transformer ailleurs et nous revient sous forme de chocolat 10 fois, 15 fois plus cher. Et qui est-ce qui a la plus-value? C'est plutôt la personne qui l'a transformé. Bien Qui sûr. est-ce qui gagne, qui est-ce qui gagne en termes de création d'emplois? C'est plutôt là où on transforme. Oui. Donc, alors qu'on aurait pu monter des industries sur le continent pour transformer ces produits sur place, ça aurait non seulement créé des emplois, augmenté le niveau de vie et créé de la richesse pour le pays. Mm, mm. Je vous prends un dernier exemple sur les minerais. Ouais. Nous avons un certain nombre de pays qui sont exportateurs de pétrole. Nous n'avons pas l'ingénierie pour exploiter ce pétrole, que ce soit en mer ou bien sur terre. Ouais. C'est quelqu'un d'autre qui a cette expertise et nous n'avons pas de financement. Ouais. Donc, et même la prospection, c'est cette même personne qui vient nous dire, est-ce que vous savez que vous avez de l'or sous les pieds? Vous dites non, je ne savais pas. Il dit, ben, je vous le dis, vous l'avez. Et il dit, est-ce que vous avez l'argent pour financer? Vous dites non, je n'ai pas. Il dit, ben, je peux trouver des partenaires qui vont financer. Ouais. Est-ce que vous avez la technique pour exploiter? Non, je n'ai pas. J'ai ce qu'il faut. Je vous apporte l'argent et je vous apporte la technique et on va pouvoir exploiter. Mais sauf que, bien sûr, il faut que je vous finance à tel taux et je vous apporte le matériel à tel autre. Il va en mer, il exploite le pétrole. C'est lui qui compte le nombre de barils qu'il exploite et qu'il exploite. Et il nous dit, on n'a pas d'instrument pour pouvoir vérifier combien de barils il a exploité. Et ce pétrole, on aurait pu, nous on a besoin de ce pétrole pour cet hydrocarbure pour nos voitures. On a besoin du goudron pour nos routes. Mais non, ce pétrole va faire un trajet pour aller dans les pays européens, pour qu'on le raffine. Et c'est comme ça qu'on a le carburant pour nos voitures. Donc forcément, juste si vous comptez juste l'aller et le retour, vous voyez que forcément, on aurait un surcoût de carburant par rapport à notre niveau de vie qui est déjà très bas. Ouais. Et ensuite, quand ce pétrole arrive, le goudron dont on extrait, nous en avons besoin pour nos routes. Donc ça aussi, il faut l'acheter toujours à l'extérieur. Ouais. Et le comble, c'est que certains de nos pays ont eu à acheter des raffineries qui ont été installées. Mais on s'est rendu compte que les raffineries qui sont installées dans certains pays qui exploitent le pétrole ne sont pas adaptées pour raffiner leur propre pétrole. Mais c'est une histoire à tomber par terre. Je vous dis, mais comment est-ce qu'ils ont accepté qu'on les vende une raffinerie qui ne peut pas exploiter, qui ne peut pas raffiner leur propre pétrole? Ouais. Élie, je crois qu'on il y a un certain nombre de choses que tu dis là, je le savais déjà, mais je pense que c'est important de se poser là 2 secondes et de se dire waouh, mais dans le sens, tout ça depuis plus de 60 ans. Exact. Et même avant, mais en tous les cas depuis plus de 60 ans, dans le sens où, à partir du moment où nous avons été indépendants, ces règles, ce mode de fonctionnement-là, ces contrats-là n'ont pas été modifiés. Non, il n'y a pas eu de renégociation. Et pourquoi? C'est la grosse question. Il faut la poser. Ce n'est pas à moi, société civile, qui pourrait répondre à ça. C'est plutôt aujourd'hui à nos dirigeants qui sont sur place, qui peuvent nous dire pourquoi est-ce que, d'un, on avait conclu ces accords et pourquoi est-ce que ce n'est pas renégocié au jour d'aujourd'hui. Ouais. Ouais. Parce que
on ne s'y retrouve pas. Et on est tous là à vouloir que le pays se développe, à vouloir créer des emplois. Vous voyez tous ces jeunes qui meurent en mer tous les jours parce qu'ils veulent aller vers l'Eldorado. C'est tout simplement si on avait pu avoir l'intelligence de créer des emplois pour les fixer en local, ils ne seraient pas à voyager et à prendre le risque de mourir en mer. Oui. Euh, cette notion de financement, je vous ai dit, c'est quelque chose d'important. Nous ne pouvons pas dépendre, notre économie complètement extravertie ne peut pas dépendre du financement de quelqu'un d'autre. Quel intérêt, dites-le-moi, quel intérêt ils ont à financer notre économie, notre développement? Quel intérêt? Bien sûr que ça leur est favorable d'extraire nos matières premières, de les transformer sur le continent et de nous renvoyer des produits finis et avoir non seulement la création d'emplois chez eux, et avoir aussi la plus-value. Donc, cette vision-là a fait que, aujourd'hui, sur le continent, nous n'avons pas de banque de développement. Oui. On nous a mis des banques de détail qui sont là juste pour financer notre, je veux dire, la consommation, mais pas le développement. Oui. Nous avons des banques qui financent plutôt la consommation, pas le développement. Et c'est là où, aujourd'hui, on voit des pays tels que l'Éthiopie qui, pour des gros projets structurants comme les barrages, font appel à l'épargne de la diaspora. Oui. Donc, c'est nous, aujourd'hui, personne ne nous a... C'est nouveau. C'est nouveau. Justement, c'est trouver des moyens intrinsèques de financement. Exactement, oui. L'un des défauts de notre économie, c'est la mobilisation de l'épargne populaire. Oui. Aujourd'hui, quand on prend un exemple, la France, la caisse de dépôt en France est l'organisme qui met en place les livrets d'épargne, collecte l'épargne des Français et utilise cet argent pour financer les investissements en immobilier, les HLM et autres. Oui. Je pense que si on avait un peu plus de réflexion, on aurait pu imaginer un certain modèle de financement qui soit adapté à cette diaspora, qui soit attrayant pour la diaspora, pour permettre à cette diaspora d'orienter une partie de son investissement au lieu de financer les frais de bouche de nos familles, de mettre une partie dans du capital productif pour permettre au continent de se développer, de se structurer économiquement. Clairement. Parce que tant qu'on ne crée pas des emplois, on ne pourra pas passer de la classe basse à la classe moyenne. C'est cette classe moyenne qui permet de consommer, qui consomme et qui permet ainsi de financer l'économie sur du long. Qui va pousser effectivement l'épargne derrière. Et là, tout le monde en a besoin. Ouais. C'est quelque part là, ce que j'entends, Élie, c'est d'un côté, il y a cette nécessité pour nous, Africains, de prendre notre destin en main, d'identifier les bonnes solutions pour certaines à court terme, pour d'autres à long terme, y réfléchir aussi. Mais pour là, ce que tu cites comme exemple par rapport à l'Éthiopie, moi, je trouve ça très, très intéressant et c'est un modèle que beaucoup de pays d'Afrique devraient reproduire pour un certain nombre de leurs investissements effectivement clés, tels que des barrages, par exemple. Donc ça, quand tu parlais des 65 milliards, c'est ça? 65 milliards de dollars. 65 milliards de dollars qui arrivent en Afrique, c'est comment on fait pour que ce capital soit en partie ou en grande partie effectivement investi dans ce type d'opération. Et en même temps, comme la vie ne s'arrête pas, c'est aussi, moi je reviens à cette renégociation, à cette nécessité de se remettre autour de la table avec les uns et les autres, que ce soit j'en sais rien, que ce soit un ExxonMobil ou que ce soit un Total ou que ce soit un Veolia ou que ce soit un General Motors ou que ce soit avec les pays, parce que c'était des fois des contrats bilatéraux qui ont été mis en place, c'est se remettre autour de la table avec crédibilité et avec des solutions pour proposer de nouveaux formats de collaboration et de partenariat.
Je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, même s'ils ne peuvent pas, je veux dire, on a ces deux possibilités. S'ils ne peuvent pas ou s'ils n'ont pas la main pour renégocier ce contrat, à nous d'être inventifs et de se dire aujourd'hui, on a une alternative. Vous savez, l'un des points faibles de notre économie, c'est que les institutions n'étant pas fortes dans nos pays, les gens Mm. ne croient pas tellement à la dynamique de l'épargne populaire. Oui, Et je pense que c'est un vrai moyen de pouvoir mobiliser cette épargne pour venir en aide à notre économie. oui, Et si cette possibilité-là n'est pas bonne, ben, c'est à nos banques centrales de structurer comment on peut capter, séduire les diasporas et capter une partie de l'épargne des diasporas et l'orienter vers du capital productif. Aujourd'hui, nous savons que, sur, pas seulement sur le continent, sur tous les continents, dans la plupart des pays, ce sont les PME qui créent le plus d'emplois. Et nous avons en Afrique près de 60% des PME qui sont dans l'informel parce qu'ils oui, n'ont pas accès au financement. oui, Quand on fait des études d'enquête, nous avons près de 58% des PME sur le continent qui recherchent du financement, mais malheureusement, non pas, vous savez qu'on nous finance toujours par la dette. Ces PME n'ont pas de capitaux pour pouvoir, n'ont pas de garantie, pardon, n'ont pas de garantie pour pouvoir avoir accès au crédit. oui, Donc aujourd'hui, nous pouvons leur proposer un autre modèle de financement qui est de l'equity. Et ce modèle de financement par l'equity, la diaspora y est très sensible. Et oui, on peut aujourd'hui capter une partie de l'épargne de la diaspora et l'orienter vers le financement des PME en mode equity. complètement, Et ceci complètement. permettrait de créer des emplois. Les PME qui étaient dans l'informel se formalisent, créent des emplois, déclarent leurs salariés. Ces salariés l'employeur paye des cotisations sociales. Oui, Le oui, salarié peut se soigner ayant une cotisation sociale. Et quand il est fatigué, quand il ira en retraite, il aura quelque chose pour maintenir un bon niveau de vie en retraite. tout à fait, tout à fait. Création d'emplois, mais ça crée cette vertu d'économie qui fait que tout tourne dans le pays. Oui, oui, exactement. Ouais. Oui, c'est un cercle vertueux, mais qu'il faut déclencher Exact. pour que la machine effectivement fonctionne. Euh, Ellie, on pourrait rester encore et j'aurais encore X questions à te poser. C'est passionnant et j'apprécie beaucoup le fait que tu partages des exemples concrets. Je pense que c'est important pour nous tous, pour les auditeurs, d'avoir une sorte de concrétisation en fait de la traduction économique réelle du dysfonctionnement enfin, des dysfonctionnements qui sont en place aujourd'hui sur notre continent. Tout à fait. Et que nous héritons évidemment d'un certain nombre de contrats, de collaborations qui sont déséquilibrés, clairement. Ben, Je te parlais d'un rituel tout à l'heure. Qui est celui de Diapason. Et l'une des questions de ce rituel, c'est quel est l'ouvrage, la personne, la citation ou autre chose, un film qui te porte, qui t'accompagne et que tu voudrais peut-être nous partager aujourd'hui dans le cadre de ce podcast. ben, et je voudrais partager avec vous cette sagesse africaine qui dit tout simplement que seul on va vite et ensemble on va plus loin. C'est l'un des défauts chez nous. On a toujours l'impression qu'on fonctionne en individu. Ouais. Autant, individuellement, on plafonne et collectivement, on irait beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, si on peut, à un moment, quand je regarde même au niveau de la diaspora, individuellement, nous avons des parcours de réussite excellents. Mais vous voyez que ce qui nous manque, et je le disais ce matin à l'événement des sciences sur le business, il nous manque cette réussite collective Ouais. qui va pouvoir booster et nous faire avancer. Donc, vraiment, cette phrase, cette sagesse, seul on va vite, mais ensemble, nous allons plus loin. Donc, essayons de jouer collectif. Je suis persuadé que si on le fait ensemble, nous irons vraiment loin. On devrait y arriver, Elie, quand on revient à cette sagesse africaine dont tu parles.
quand nous étions tous ensemble sous le green, sous cet arbre tutélaire, je crois que le collectif était plutôt, en tout cas, d'actualité. C'est clair. Et donc, retrouvons effectivement ce collectif-là. Moi, par exemple, je trouve que le rêve d'une multinationale africaine, d'un acteur solide sur un certain nombre d'activités africains, pour le moment, n'existe pas. Et alors que, comme tu dis, les talents, ce ne sont pas les talents qui manquent pour que cette entreprise-là, si on part en tout cas du secteur privé, soit créée. Merci pour ça. L'autre question, Élie, c'est, comme tu le sais, on a lancé ce podcast il y a à peu près moins d'un an. Tu es aujourd'hui un peu après la 10e, je crois que tu es le 11e ou le 12e invité. Donc, tu vois, on a vraiment commencé il y a peu de temps. Merci encore pour l'invitation. Exactement. Qui d'autre tu recommanderais, qui tu souhaiterais nous faire connaître par ce podcast, alors que ce soit au singulier ou au pluriel, hein, mais nous sommes vraiment très, très avides justement d'élargir nos horizons et de faire connaissance avec d'autres personnalités. Ah, sans vraiment hésiter, moi je vous proposerais, et je travaillerai un peu pour que ce soit fait, que vous puissiez accueillir quelqu'un comme Alain Foka. J'ai eu la chance, par Mansa et bien évidemment, on est quand même amis, d'écouter Alain. Il est une des bibliothèques vivantes de l'Afrique et c'est rare. Il connaît une histoire incroyable du continent et vraiment quasiment dans tous les pays du continent. Et je trouve que c'est une richesse, c'est très rare d'avoir ce type de connaissances et ce type de personnes sur le continent. Donc, je pense que, c'est quelqu'un qui intervient très peu dans les médias. Vous savez, hein, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Étant un ancien journaliste aujourd'hui, président de la chaîne AFO, il est toujours un peu réticent vis-à-vis des interviews. Mais je pense, et vraiment, c'est quelqu'un de fabuleux qui a une intelligence de situation, qui a une richesse de l'histoire du continent, qui fait que chaque fois qu'on est auprès de lui, franchement, on apprend énormément de notre continent. Et un petit peu, aujourd'hui, j'aime souvent dire que on vous demande souvent, pourquoi vous parlez trop de l'Afrique? C'est parce que vous êtes né en Afrique. J'ai dit non, c'est pas parce qu'on est né en Afrique qu'on parle tant de l'Afrique. C'est parce que quelque part, l'Afrique naît en vous. Et quand l'Afrique naît en vous, vous pouvez plus fortement. Vous êtes obligé de foncer. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Et effectivement, on a besoin de ces personnalités, des gens comme toi, des gens comme Alain qui portent l'Afrique et qui la fassent connaître aussi sous ces angles, comme tu dis, moins misérabilistes. Parce qu'il y a de la richesse en Afrique. Encore un grand merci, Élie. Merci pour ton temps. Je sais que toi aussi, tu es occupé, tu es très pris. Donc, un grand merci de nous avoir partagé ta vision. Et en tous les cas, je te dis à bientôt. À très bientôt. Merci, Yanja. Thank you.